Coucou YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est donc un bilan lecture. Alors, j'ai fait des bonnes lectures. C'est plutôt des bonnes lectures dans l'ensemble, mais j'ai pas eu le coup de cœur. Voilà. Donc un bilan lecture plutôt sympa, mais pas forcément bonne pilote. Je vous donne envie, hein, je sais. Non, mais vous allez voir qu'il y a quand même des très bonnes lectures. Il y a quand même des très bonnes lectures. Voilà. Du coup, on va attaquer. Alors oui, par contre, à part le premier en fait, hein, en l'occurrence, le premier qui va arriver, qui est celui que j'ai quand même le moins aimé. À part ça, franchement, ça m'a été très difficile de faire un classement. Donc ne considérez pas ça comme un classement. Voilà. Il n'y a pas de... Je savais pas comment les Jiba, il n'y avait pas de... Voilà. Parce que tous ont été des bonnes lectures, mais avec des trucs peut-être qui m'ont gêné un peu dedans. Bref, voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de classement. Ça va être un peu comme ça. Donc, le premier, c'est Le Serpent et le Descendant de la Nuit de Carissa Broadbent. Donc, le tome 1 des Couronnes de Nyaxia. À l'idée de faire un nom aussi compliqué à prononcer. Nyaxia. Voilà. Et donc dans lequel on est, j'aime bien parce qu'il est super bien noté sur Babelio, mais bon, j'imagine que les gens qui lisent ce genre de livre, ce sont des gens qui aiment ce genre de livre, en fait, c'est ça le truc, quoi. Forcément qu'il est bien noté. Il y a combien de tomes? Putain, j'ai l'impression qu'il y a 15 000 tomes, là. Attendez, je regarde. Tome 1... Ah non, c'est qu'il y a plusieurs sagas. Ok. Il y a 3 tomes, 4 tomes, 4 tomes. Ouais. Bon, comptez pas sur moi pour lire les 4 tomes. Hein. Je pense même pas que je lirai le deuxième, honnêtement, on va pas se mentir. Alors, franchement, je m'attendais à pire. Honnêtement, c'était pas honteux. De quoi ça parle déjà? Donc, en fait, on est dans un monde de fantasy où il y a globalement les vampires contre les humains, hein, voilà. Et en fait, on va suivre Oraya, qui est humaine, mais qui a été adoptée par le roi des descendants de la nuit, qui est un D majuscule. En fait, ils disent ça, mais en fait, il y a plusieurs castes ou familles de vampires, globalement, et lui, c'est le roi bon, je crois que c'est le roi de tous les vampires, mais qui appartient à une famille, une caste en particulier. Et on va suivre donc Oraya, qui a été adoptée par ce vampire, et donc elle est protégée, quoi, hein, globalement. Les vampires ne peuvent pas s'en prendre à elle, sauf que elle va décider de participer à un tournoi légendaire qui s'appelle le Kejari, qui est organisée par la déesse de la mort qui s'appelle Nyaxia, donc la fameuse. Et donc c'est un tournoi à mort, hein, globalement, c'est un peu Hunger Games ou Battle Royale, comme vous voulez, quoi. Où ce sont les vampires, hein, voilà, et donc Ah, il y a 3 maisons, voilà. Merci le résumé, parce que j'avais même pas percuté qu'il y en avait 3. Mais voilà, et donc ce sont les vampires des maisons, de toutes les maisons là, qui viennent s'affronter pour remporter la victoire. Et la victoire, c'est le gain, c'est d'exaucer son vœu le plus cher. Comme c'est marrant, comme dans Marche ou crève de Stephen King. Je sais pas si c'est un hasard, mais bon, voilà. Et donc Oraya va décider d'y participer. Donc elle sait très bien se battre et tout, mais faut pas oublier que c'est une humaine et que du coup les vampires détestant les humains, comme jusqu'à présent elle était protégée par son père adoptif, là ils auront tout loisir de pouvoir la buter s'ils le veulent. Voilà, c'est autorisé. Mais Oraya va se trouver un allié en la personne de Rain, qui est un vampire d'une autre maison que de celle de son père, qui en l'occurrence est une maison concurrente à celle de son père.
Et le truc, c'est que Rain, il va lui proposer de s'allier, alors en sachant pertinemment, hein, tous les deux, que à un moment, ils devront se buter quand même, hein, puisqu'il n'y a qu'un seul gagnant. Mais voilà, donc elle va s'allier avec lui et avec sa meilleure amie à lui, là, qui s'appelle, je ne sais plus comment d'ailleurs, moi et les prénoms. Et donc, bon, vous vous doutez qu'il va y avoir une romance qui va se créer, etc. Donc, c'était pas honteux dans le sens où, bon, au niveau de l'écriture, voilà, c'était pas nul. C'était pas inintéressant. Mais, quand même, c'est quand même pas mal de clichés, hein, vraiment. Voilà, le mec très ténébreux, tout ça, qui cache un sombre passé, tout ça. Le père adoptif qui est pas si sympa que ça. Enfin voilà, il y a pas mal de... Il y a pas mal quand même de clichés, voilà, la meuf qui est humaine mais qui est limite plus forte que les vampires, bon bref. Voilà, donc c'était pas désagréable à lire si vous voulez. Ça se lisait bien, mais ça cassait pas des briques. C'était quand même quelques clichés. Et voilà, au final, je regrette pas de l'avoir lu, mais je pense pas que je lirai la suite. Voilà. Mais c'était pas nul. C'était pas nul parce que je me suis pas ennuyée. J'ai pas non plus levé les yeux au ciel. Voilà. Par contre, si, j'ai levé les yeux au ciel une fois quand il y a une scène de smut dedans. J'ai passé, je fais, oh putain, ça m'intéresse pas. Franchement, en plus, c'était très bizarre parce que dans cette scène de sexe, elle mélange en fait les mots très métaphoriques, je sais plus, genre comment merde, je sais plus le terme qu'elle a employé, mais le cœur de mon intimité, je sais pas quoi, enfin un truc très poétique pour désigner sa chatte, hein, globalement. Mais par contre, elle mélange voilà ce genre de trucs un peu métaphoriques, un peu poétiques, avec des mots très très crus, genre sanglant. Bon bah voilà, hein, tant qu'on y est, let's go. Du coup, j'étais là, oui, bon, non, je passe cette scène, c'est gênant. Même si c'est juste moi qui le lis et personne ne sait que je lis ça, mais c'est juste gênant quand même. Ça, j'étais là, c'est trop cringe en fait, comment c'est décrit, ça m'a cringé. J'ai fait, oh non, je passe, hein. Allez, salut. Pourtant, je suis pas spécialement pudique ou pudibonde ou quoi, mais c'est juste que les descriptions étaient un peu malaisantes. Bref, voilà. Bon, voilà, en tout cas pour celui-ci. Dans ce cas, appelle tout un chat. Oui, c'est ça. C'est soit tu fais tout métaphorique, soit tu fais tout cru, mais pas les deux, quoi. C'est bizarre. C'est très bizarre. Bref. Ensuite, donc, j'ai lu Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Oui, enfin, c'était ma dernière pioche là. D'ailleurs, ça n'a pas beaucoup bougé les abonnements là dernièrement, mais bon, voilà. C'était ma dernière pioche des 10 abonnements. Et je l'ai enfin lu. Enfin, je l'ai écouté en audio en fait. Hein. Je me suis pas embêtée. Bon, c'était assez. Alors. J'ai bien aimé, mais en fait, il va me falloir décanter ce livre. Parce que c'est le genre de livre que tu as besoin de digérer pour voir après voilà, ce que t'en retiens, etc. Voilà. Parce que globalement, j'ai trouvé ça hyper intéressant sur le fond. En fait, finalement comme une chambre à soi, hein, c'est-à-dire vraiment le fond est excellent, la forme plus compliquée. Honnêtement, en fait c'était très bizarre parce que je sais pas si vous vous souvenez, enfin pas vous là YouTube, mais sur le chat, à un moment je m'étais trompée parce que les chapitres étaient mélangés et j'avais mis un petit temps à m'en apercevoir. Je me disais c'est un peu bizarre ce que j'écoute, ça n'a pas de sens.
Sauf que du coup je l'ai réécouté avec les chapitres dans le bon sens et en fait bah, ça n'avait pas plus de sens par certains moments. J'étais là bon. Non vraiment des fois ça saute du coq à l'âne. Tu comprends pas trop ce qui se passe. Bon globalement on suit la vie de Clarissa Dalloway qui est une femme londonienne assez aristocrate, assez aisée en tout cas, hein, voilà, qui a épousé un homme assez distingué, tout ça, donc Richard Dalloway. Et en fait, à la base, elle avait une histoire d'amour avec un homme qui s'appelle Peter Walsh, et donc elle devait épouser Peter Walsh, mais finalement, ça n'a pas marché entre eux, et le flux de conscience, oui, c'est ça. Et au final, elle a épousé donc Richard Dalloway. Et le truc, c'est que Peter Walsh va revenir dans sa vie. Et en fait, c'est un très long monologue. Alors, pas que de Clarissa Dalloway, puisqu'il y a aussi, on suit aussi Peter Walsh, en l'occurrence. Donc, ce qu'il pense de tout ça. Et oui, voilà, c'est vraiment que de l'introspection tout le long. Et franchement, il y avait des passages où j'étais plutôt enjaillée parce que c'était ultra intéressant. Bah, notamment des os, mais il y a une... Enfin, je sais pas pourquoi je dis des os, mais des os dans le sens... faut être clair à un moment, quoi. Mais clairement, Clarissa Dalloway est bi, hein, puisque à un moment, elle a quand même une histoire, ou un début d'histoire avec une autre femme, et avec qui elle a une relation quand même assez privilégiée dans le livre. Moi j'ai beaucoup aimé, cette femme revient souvent dans le livre. Voilà. Et puis il y a... Bah, c'est une femme qui n'est pas parfaite, hein, qui a un peu un côté... pas pour y gâter, mais comment dire... qui a un petit peu un côté elle a de la prestance et tout, et on sait que voilà, elle sait qu'elle plaît, et il y a ce côté là chez elle qui ressort un petit peu. Faut que tu lises ou regardes les heures, j'ai pas compris. Et donc voilà, et en même temps elle a aussi ses faiblesses, et elle a voilà, c'est marrant parce que quand tu lis un peu, enfin quand les autres parlent d'elle, on a la figure d'une femme plutôt assez froide, même un petit peu hautaine et tout ça, et alors qu'en fait quand tu lis un peu son monologue, c'est pas le cas. Voilà, donc c'était intéressant, voilà, j'ai bien aimé, j'ai quand même bien aimé l'écriture, mais c'est vrai que en fait voilà, c'est ça, c'est qu'il y a plein de choses qui se mélangent comme ça, on passe un peu du coq à l'âne, on dirait moi avec mon cerveau de TDAH en fait, hein, clairement. Clairement c'est vraiment ça, c'est-à-dire que je pense à un truc et puis d'un coup il y a une pensée parasite qui arrive, et puis je pense à autre chose, et puis je sais plus à quoi je pensais, puis il y a encore un troisième truc, et puis finalement je reviens à quoi je pensais avant. C'est vraiment... Moi, franchement, je me suis perdue plein de fois. Et pourtant, en audio, je suis quand même vachement plus concentrée qu'à l'écrit. Mais vraiment, il y a des moments où j'étais complètement paumée, quoi. Je savais plus ce que j'écoutais. J'étais là, mais putain, attends, on en était là. Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé là? J'étais trop perdue. Mais voilà, et ça parle, ça parle pas mal de santé mentale, hein. Ça parle pas mal de santé mentale quand même. Il y a quand même des tragédies un petit peu dans l'histoire. Notamment via un autre personnage qui s'appelle Septimus. Voilà. Mais après, voilà, ça m'a fait le même effet qu'une chambre à soi, c'est-à-dire que... c'est pour ça il va me falloir un peu de temps pour décanter ce livre, parce que Une chambre à soi, ça a été aussi assez compliqué à lire, même si pour le coup la thématique était beaucoup plus claire. Voilà. Ah, Les heures de Cunningham.
Ah bah oui, mais t'as dit juste les heures. Une réécriture. Ah d'accord. Ok. C'est bon à savoir, merci. Ok. Donc ouais, voilà, c'est tout à fait le genre de livre où il va me falloir un petit peu de temps pour me rentrer ça dans le crâne et me percuter vraiment ce que j'ai lu et si c'était vraiment bien ou pas, quoi. Parce que là, j'en ressors en mode c'était très bien, mais est-ce que je suis bien sûre de tout avoir compris? Voilà. Très spécial. Mais néanmoins pas inintéressant, quoi. Voilà pour Mrs. Dalloway, que je suis très contente d'avoir lu quand même, en l'occurrence. Ensuite, j'ai eu rien à voir, mais quoique, rien à voir, quoique, je parlais de mon cerveau TDAH, ben tiens, voilà. Donc j'ai lu le petit guide, illustré du TDAH, qui est écrit par une Instagrammeuse, Alice Gendron, @la mini coach TDAH, qui fait des petites BD, sur le TDAH et qui a fait partie, même qui a grandement contribué au fait que je me lance dans un diagnostic de TDAH, parce que j'aurais jamais pensé avant que j'avais un TDAH. Et donc voilà, ce qui m'a amené chez le neurologue. Et du coup, donc celui-là, c'est Karine qui me l'avait offert en l'occurrence. Et donc il est divisé en 3 parties. Donc tu as une première partie qui explique en fait ce qu'est le TDAH, tout simplement. T'as une deuxième, comment se faire diagnostiquer, etc. Enfin voilà, tout ce qu'il faut savoir autour du TDAH. La deuxième partie, ça nous raconte une journée, on va dire, une journée dans la vie d'une personne TDAH, quoi, hein, globalement. Donc comment on agit selon les situations, donc par exemple le boulot, la paperasse, la cuisine, le ménage, les loisirs, enfin voilà, tout ce qui se passe dans la journée, les relations sociales, les relations sexuelles. Comment est-ce que une personne avec un TDAH agit dans ces cas-là, et voilà, des petits tips aussi par rapport à ça. Bon, évidemment, à vous parler du film, du coup. Bon, évidemment, c'est tout le monde n'est pas exactement pareil, mais moi, je me suis vraiment beaucoup reconnue dans le livre. J'étais là, ah oui, effectivement, c'est typique. Typiquement, on entre dans une pièce, on sait plus pourquoi on était venu dans la pièce. Enfin voilà, il y avait pas mal de trucs. C'est quoi le dernier truc que j'avais lu aussi, où je m'étais dit putain, c'est vraiment exactement ça. Je sais plus, merde. Moi, c'était intéressant. Si, voilà. Ah putain, un truc qui m'arrive tout le temps. En fait, je vous parle de ça parce que c'est un des derniers trucs du livre et du coup, voilà, ça m'a marqué. Mais quand on m'envoie un message, ou voilà, quand on me dit d'aller sur Insta, par exemple, qui me dit va voir ma vidéo sur Insta, machin. Dès que j'ouvre Insta, c'est fini. En fait, je vois une publication, je regarde cette publication, parce qu'en plus, le problème avec Insta, alors c'est vrai que vous allez me dire ouais, bah t'as qu'à enregistrer, et c'est vrai que des fois je fais ça, mais bon, le problème avec Insta, c'est que quand tu perds la publication, enfin quand tu recharges la page ou quand tu reviens, tu perds tout, quoi. Enfin, c'est ton fil d'actualité, il a changé et tu sais plus où était la publication, qui c'est qui l'avait posté, etc. Mais du coup, mais même sans ça, parce que c'est vrai que des fois je pense à enregistrer quand je sais que j'aurai pas le temps de regarder, mais la plupart du temps, dans 90% des cas, je peux pas m'empêcher de regarder la publication et tout, et après donc je commence à regarder, et après je regarde la publication d'en dessous, etc. Et du coup j'oublie complètement pourquoi j'étais venue sur Insta à la base.
Et c'est fini. Et c'est foutu. Et combien de fois, et là je prends un exemple d'Insta, mais ça me fait ça tout le temps, pour tout. C'est-à-dire que à partir du moment où je commence quelque chose et où je suis distraite par un autre truc, que genre il y a quelqu'un qui va me parler, ou je vais voir un autre truc, ou machin, c'est fini. J'oublie complètement ce que j'étais en train de faire et je peux oublier genre pendant très longtemps. Genre, mais même parfois définitivement. C'est une catastrophe. Enfin bon, bref, voilà. Tout ça pour dire que et donc oui, la troisième partie, c'est justement des conseils, des tips pour gérer sa vie quand on a un TDAH, et donc par rapport aux thématiques, effectivement, voilà, par exemple faire des to-do list, ranger les trucs par couleur, enfin voilà, il y avait plein de trucs comme ça, mettre des alarmes évidemment, plein de choses, et quand on met des alarmes, changer la sonnerie pour pas qu'on s'y habitue, enfin plein de trucs comme ça quoi. C'est vraiment parce qu'en fait notre cerveau de TDAH il arrive toujours à contourner les choses en fait. C'est-à-dire que même quand il commence à s'habituer à un truc, et ben du coup c'est foutu. Voilà. Donc il faut trouver toujours des nouvelles astuces, il faut renouveler les astuces pour arriver à se rappeler des choses, c'est terrible. Bon bref. Donc voilà, en tout cas, pour ce livre qui était vraiment très très bien, et du coup il faut que je me note, enfin j'en ai noté certaines dans un coin de ma tête, et des astuces, mais évidemment ça ne suffit pas, il faut vraiment que je les note sur papier. et voilà. Mais il y a déjà des astuces que j'ai mises en place. Donc, par exemple, évidemment, la to-do list, je l'ai mis en place depuis longtemps. Le fait aussi de, plutôt que de faire à chaque fois une nouvelle liste de courses, garder la même liste de courses, en fait. Parce qu'on achète toujours les mêmes trucs, et rajouter s'il y a des trucs en plus, mais toujours garder la même. Moi, j'ai une application de liste de courses, en fait. Et c'est très bien parce que du coup, il y a toujours les mêmes items qui sont rentrés, et en fait, je les mets, ils sont barrés, et je les débarre quand je dois les acheter. Donc c'est super pratique parce que du coup ça fait que j'oublie rien en général, ça peut quand même m'arriver d'oublier des trucs, mais du coup au moins je les vois tous, donc du coup je sais ça je dois l'acheter, soit ça je dois l'acheter, etc. Donc ça c'est pratique. Ah ouais, Jenny, carrément. Bah c'est vrai que là c'est plus destiné aux adultes en l'occurrence. Mais je pense quand même que ça peut donner des tips, notamment pour comprendre en fait comment fonctionne un TDAH quoi en fait, et je pense que ça peut donner des idées, ouais, ça peut donner des idées aussi pour les parents en fait, je pense. Parce qu'il y a pas mal de trucs, notamment par rapport aux loisirs, par rapport au travail et tout, qui peuvent s'appliquer à un enfant. Puis en plus, bon, c'est assez ludique et tout, c'est des petites illustrations, donc ouais, ça peut être sympa. Ouais. Je pense. Oui, exactement, Rose. Complètement, ça peut permettre de mieux comprendre, parce que vraiment, voilà, clairement, ça explique très très bien comment fonctionne une personne avec un TDAH. Aussi, vous avez une liste de courses de base, ouais, c'est bien ça. Je pense que c'est pas mal pratique d'avoir une liste de courses de base, comme ça on est sûr de rien oublier, parce que clairement c'est... Donc voilà. Voilà pour ce petit guide, très bien, non, franchement. Et d'ailleurs, je vais le prêter là, ma collègue qui a un TDAH aussi. Enfin, en fait, c'est marrant parce que sa fille a été diagnostiquée d'un TDAH, et du coup, comme moi je lui ai dit que, oui, les adultes aussi, voilà, et tout, et en fait, elle s'est dit, je vais suivre aussi, je vais essayer de me faire diagnostiquer aussi, et effectivement, elle s'est fait diagnostiquer, et donc je lui ai prêté, parce que c'est tout nouveau pour elle aussi, en fait. Parce que c'est héréditaire, hein, donc forcément, c'est génétique, donc forcément, si sa fille là, c'est pas étonnant qu'elle l'ait aussi. Puis alors elle, pour le coup, c'est vraiment hyperactivité de fou, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai lu Se méfier de l'eau qui dort de Julia Richard. Alors celui-là, c'est le tout dernier que j'ai lu, en l'occurrence.
Il est pas très très long, il fait 256 pages. Pardon. Oh là là, putain, j'ai eu un bâillement et j'ai pas pu le retenir celui-là. Putain, me coupe par de fou. Donc dans cette petite histoire, alors c'est un young adulte. Alors elle avait fait toute une campagne de promo autour de ce livre où elle faisait l'autrice Julia Richard, elle faisait des petits sketchs pour se moquer un peu des clichés dans le young adulte en fait, et donc elle a fait elle a enquillé des petits sketchs où au final qui reconstruisaient une histoire très très lambda de young adulte fantasy lambda, avec les dragons, avec le triangle amoureux, avec voilà toutes le enemies to lovers, etc. Et donc voilà, et elle se moquait un petit peu, et à la fin de chaque petit sketch elle disait vous voulez un young adulte sans cliché, lisez Se méfier de l'eau qui dort. Et c'est vrai que alors il n'est pas exempt de clichés non plus, mais c'est sûr que ça n'a rien à voir avec ce qu'on lit généralement en young adulte, surtout en young adulte fantasy. Alors moi, pour moi, c'est pas de la fantasy là, parce que il y en a qui classifient en fantasy, et peut-être que l'homme sans nom, l'éditeur lui-même l'a classé en fantasy, je ne sais pas, mais c'est pas de la fantasy parce que ça se passe dans notre monde, dans le monde réel. Par contre, il y a des éléments fantastiques, donc c'est par définition du fantastique. Merci pour le suivi, Werex. Salut, bienvenue par ici, on parle de livres. Donc ouais, voilà, on est là, voilà, on n'est pas du tout, pour moi, enfin c'est pas pour moi d'ailleurs, techniquement c'est pas du tout de la fantasy, c'est vraiment du fantastique. Et en fait on est dans un petit village des cahiers de Douai. Salut, bien joué. Oula, bon Karine, je te laisse gérer parce que je le sens mal. S'ils arrivent en masse là, ouais, merci. Ils arrivent en masse là, je le sens mal. Bon, donc, ouais, on est dans un petit village de Lorraine. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que l'autrice a décidé de faire parler sa narratrice. Alors c'est la narratrice, c'est l'héroïne qui raconte. Oh putain, les relous de fou. Merci, ouais, voilà, dégage-moi tout ça, c'est très bien, parce que je pense pas qu'ils viennent pour les livres. Les cahiers de Douai, en plus, c'est pas un truc facho, ça. Ouais, ça va être chiant. Merci, Karine. C'est bon, hein. Franchement, on va pas s'emmerder. Hein, ouais, donc la narratrice, c'est l'héroïne qui est une adolescente. Elle a quel âge? Ah oui, 17 ans. Je me souvenais plus précisément. Et en fait, l'autrice a choisi de la faire parler avec donc le patois le patois lorrain, peut-être de l'époque, je ne sais pas. Ah, c'est Rimbaud. D'accord, ok, merci. Je me demandais d'où ça me disait quelque chose. Non, c'est Karine. Qu'il est con. Merci Elsa. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui a la culture générale. Ça se trouve, c'était vraiment un mec qui était là pour la littérature, il est fan de Rimbaud. Après, Rimbaud, problématique, non? Il me semble. Hein. J'avais vu des bails sur lui, je crois qu'il y avait une relation ultra toxique avec Verlaine, en l'occurrence. Donc bon. Non, mais comme ils sont arrivés en masse, ça puait du cul. Honnêtement, ça puait du cul. Ça se trouve, il a cité le seul livre qu'il connaissait, va savoir, on sait pas. Bon, bref. Donc, le pauvre, imagine, il était pour rien dans l'histoire, il s'est fait bannir. Mais moi, j'adore Rimbaud. Je comprends pas. Bon, pardon YouTube en plus qui doit se taper ça.
Donc oui, du coup, moi je connais pas du tout le patois lorrain, donc je sais pas si c'est le patois actuel ou le patois d'époque, parce qu'on sait pas trop quand ça se passe. Moi, j'ai l'impression que c'est à minima au siècle dernier. Voilà. Peut-être même un peu plus, un peu plus loin dans le temps. Peut-être même à l'époque des sorcières, puisque il va un petit peu en être question quand même, hein, puisque donc la narratrice Astrid a fait des remèdes de guérisseuse, quoi, avec des plantes, avec des épices, etc. Elle n'a pas de pouvoir magique, hein, juste elle fait des remèdes, et sa sœur qui a 13 ans, enfin 12 ans au début du livre, Ingrid, l'aide à ça, donc elles vendent, voilà. En fait, elles vivent en vendant leurs remèdes et aussi en faisant du fromage parce qu'elles ont des chèvres. Voilà, et elles vivent avec leur grand-père, mais grand-père qui est très vieux, voilà, il n'est plus en âge de travailler, donc c'est vraiment les petites qui s'occupent de tout. Et donc, en fait, un jour, il va se produire un événement fantastique. Et le grand-père va dire, oulala, attention, on dirait qu'il se produit la même chose que ce qui s'est passé il y a 50 ans. Et donc il va raconter ce qui s'est passé. Enfin, il va raconter, pas de suite, hein, d'ailleurs, il va mettre un peu de temps, mais en tout cas, il va dire que il y a 50 ans, enfin 50 ans auparavant, à cause de la rivière, voilà, donc il leur dit, ne vous approchez pas de la rivière, il s'est passé des trucs pas ouf. Voilà, globalement, c'est ça l'histoire. Et effectivement, il va se passer des trucs pas ouf, voilà, et franchement, c'était très 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 bien trouvé. En fait, elle s'est servie d'une idée en particulier que je tairai, parce que petite révélation qui est sympathique, je trouve. Et bah voilà, elle s'est servie de ça pour faire une malédiction, on va dire, sur le village, et j'ai trouvé ça super cool, voilà, c'est une super idée. C'était vraiment très très bien, j'ai pris un grand plaisir à lire ce livre. J'ai beaucoup aimé l'héroïne voilà, qui vraiment prend toujours des initiatives, ne se laisse pas marcher sur les pieds. Enfin, c'est vraiment pas une narratrice contemplative et ou nunuche ou voilà, empotée. Pas du tout. Il y a un côté un peu féministe, hein, même si c'est pas ce qui prévaut dans l'histoire, mais quand même un petit peu, enfin voilà, c'est un petit peu sa place. Voilà, c'est effectivement, on n'est pas dans les clichés du young adulte. Après, il y a 2-3 petits trucs, mais ça va. Il n'y a pas de romance. Voilà, donc vraiment, non, c'est plutôt un... Bon, ça reste du young adulte, mais c'est plutôt un roman noir, fantastique. Et franchement, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé, voilà. Décidément, j'aime beaucoup ce que nous propose Julia Richard, qui fait des trucs originaux. Franchement, alors, on aime ou on n'aime pas, hein, on peut ne pas aimer, mais elle a quand même le mérite, Julia Richard, d'être ultra créative, pardon, créatrice aussi, mais d'être ultra créative dans ce qu'elle propose. À chaque fois, on est surpris, quoi. À chaque fois, il y a des trucs originaux qu'on n'a jamais vus avant, ou pas forcément qu'on n'a jamais vu avant, parce que ça peut être des inspirations, etc., mais qu'elle tourne un peu à sa sauce. Je sais pas, franchement, mais moi en tout cas, alors, je sais pas si je l'avais jamais vu avant, parce que voilà, ça me fait penser aussi à certains trucs que j'ai pu lire quand j'étais petite notamment, mais je dirais pas quoi. Mais quand même, voilà, c'était très original. Après, ouais, en plus, alors, étrangement, ça m'a pas du tout gêné le patois lorrain, là. Moi, j'aimais bien. Bah, déjà, je trouve que le fait qu'elle parle de façon très familière, hein, avec son patois et tout ça, la narratrice,
et que donc le livre soit écrit comme ça, hein, parce que du coup c'est une narratrice, c'est elle qui raconte, on est à la première personne du singulier, donc tout le livre est écrit de cette façon très familière, bah, ça m'a pas gênée parce que justement je trouvais que c'était beaucoup plus réaliste. Moi j'aime pas quand les narratrices sont adolescentes et qu'elles parlent comme des livres, quoi, qu'elles parlent comme des adultes érudits qui écrivent des livres. Non, c'est une ado. Et là, alors là en plus, c'est une ado dans un village ultra rural. Évidemment qu'elle va pas parler comme dans un livre. Évidemment qu'elle va parler en patois. C'était logique. Du coup, ça rendait le truc beaucoup plus réaliste. Et ça m'a pas gêné. Moi, je trouve ça un peu rigolo. C'est comme quand je lis des livres en québécois. Moi, j'aime trop les expressions régionales, en fait. J'ai vraiment, je veux dire, j'ai un kink avec les expressions régionales, mais j'aime bien. Et en plus, on comprend. En fait, ça, le but, c'est qu'il n'y a pas un moment où j'ai dû aller chercher sur Google ce que ça voulait dire. Parce qu'avec le contexte, on comprend. Voilà, il y a plein de mots qui sont pas du tout enfin, ils sont français du coup, mais ils sont pas... quoique, il y avait pas mal d'allemand quand même dans le truc. Un rappel que c'est en Lorraine. Donc il y avait pas mal de trucs allemands et tout. Mais il y avait plein de trucs que je comprenais pas comme ça, mais qu'avec le contexte, je comprenais ce que ça voulait dire, quoi. Ça va. Oui, après... ça restait à petite dose, c'était pas tout le livre qui était comme, enfin si, c'était tout le livre qui était comme ça, mais je veux dire voilà, c'était pas non plus c'était des petits mots par-ci par-là si tu veux, donc ça passe crème. Anne of Green Gables, des os pas des os. Et voilà, non franchement c'était oui c'est vrai que du coup non franchement c'était très très bien, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a des petites révélations, il y a des mystères, il y a pas mal de choses. Très bon young adulte, voilà. Après, c'est pas un coup de cœur parce que ça reste ledge, quoi. Ça reste ledge. Voilà. Mais c'était bien. Moi, je vais continuer à suivre cette autrice parce que à chaque fois, elle me vend des trucs originaux que j'aime bien. J'aimerais bien la rencontrer d'ailleurs, j'aimerais bien parler avec elle, elle a l'air très marrante en plus cette autrice. Je sais pas, j'aime bien, j'ai une sympathie pour elle, alors je la connais pas en vrai, ça se trouve c'est une connasse, on sait pas, mais mais voilà, je sais pas, je peux pas m'empêcher d'avoir une sympathie pour elle et ouais, d'avoir envie de la rencontrer pour le coup. Un jour peut-être, je sais pas. Voilà, ce serait bien qu'elle vienne à la Comédie du Livre, par exemple. Par exemple. Ensuite, j'ai lu... Alors, c'est marrant parce que on est encore aussi... Faut que je parle encore, pardon. Visqueuse de Morgane Cossarieux, on est aussi dans un petit village, dans une zone très très rurale, avec aussi une héroïne adolescente. Mais il y a des points communs avec le roman de Julia Richard, hein, mine de rien. Mais c'est quand même pas le même délire. Là par contre on est dans quelque chose de beaucoup plus sombre et plus sale et plus glauque et plus cringe. C'est pas du tout le même délire. Mais qu'est-ce que c'était bien. C'était vachement bien, voilà, quand j'y pense. Donc on est dans les années 30, on est en France aussi, hein. Dans les années 30 et on va suivre, alors au début donc on est avec Arsène qui est un père de famille qui est revenu de la guerre, hein, donc on est quelques années après la première guerre mondiale, ouais, une vingtaine d'années après la première guerre mondiale, et le père est revenu un peu traumatisé quand même, hein, de la guerre. Notamment, il a dû tuer l'un de ses proches, enfin achever, pas tuer, mais achever l'un de ses proches qui s'était pris un sale coup, enfin voilà, qui était agonisant, quoi. Et mais bon, ça n'empêche pas que ce soit, mais oui, du coup, la guerre l'a changé et en fait, il est devenu un homme très très violent.
Enfin voilà, c'est un mec ultra problématique quoi. Et un jour, Arsène, alors qu'il pêche dans un étang, il va apercevoir une femme dans l'étang et du coup il croit qu'elle est en train de se noyer, donc il va la sauver et là il se rend compte qu'elle est un peu spéciale puisque en dessous de sa taille, elle n'a pas une queue de poisson mais elle a une forme de queue de poisson quand même, sauf que c'est pas des écailles, il n'y a pas de nageoire caudale, c'est vraiment comme si ces deux jambes en fait avaient été regroupées en une seule quoi. Globalement c'est ça. Et en plus elle a un gros rubis sur le front, hein. Une espèce de, je sais pas comment ça s'appelle, ça c'est pas une tiare, hein, c'est un truc qui se met comme ça là. Bref. Et donc en fait, ça plus donc son corps plus le rubis, lui fait le rapprochement avec la légende de la Vouivre, qui est une espèce de femme à peau de serpent, à queue de serpent, pardon, qui arborerait justement un bijou comme ça, et donc qui trouverait le bijou, serait riche, tout ça. Sauf qu'il a oublié qu'il y a le pendant aussi de l'histoire de la Vouivre, c'est que en fait c'est une malédiction, bon bref. Et donc du coup il va capturer ce qu'il pense être la Vouivre et il va s'emparer de son bijou. Ferronnière, ouais, c'est comme ça je crois, c'est ça qu'ils disent dans le truc, c'est la ferronnière. Et donc il la ramène chez lui, il la fout dans sa cave et voilà, et en fait le truc c'est qu'il a une femme et une fille, et la petite fille Huguette qui boite en fait, qui a une jambe difforme, et en fait cette gamine donc, qui subit un énorme harcèlement scolaire à cause de ça, à cause de sa jambe, va se prendre d'affection pour cette Vouivre qui ne parle pas, hein, voilà, elle a un corps de femme jusqu'à la taille, mais elle ne parle pas. Et par contre, elle a besoin d'eau, en l'occurrence, pour être bien. Donc voilà, et du coup, va suivre de tout ça toute une histoire autour de cette créature. Voilà. Que certains vont prendre pour une Vouivre, d'autres pour une sirène, etc. Et voilà, j'en dis pas plus. Je trouve déjà que dans le synopsis du livre, on en dit trop en fait. Moi, je trouve que c'est bien de pas trop savoir en fait certaines choses. Mais du coup, voilà. Bon, clairement, alors on est comme d'habitude avec Morgane Cossarieux dans du body horror. Y a, donc là on est vraiment sur la thématique globalement des freaks d'une façon générale, parce que il y a donc cette Vouivre slash sirène slash on ne sait pas quoi exactement qui est au centre du livre, mais il y a aussi donc Huguette, la petite, enfin la fille d'Arsène, qui a sa jambe déformée et que donc on traite de boiteuse, etc. Et clairement, ça, on va être vraiment dans un récit finalement plutôt féministe sur l'émancipation des femmes d'une façon générale, et en particulier des freaks. Voilà. Il y a un côté très très queer hein, dans le roman aussi. C'était vraiment très très bien. Moi franchement, j'avoue que j'étais vraiment à fond, en tout cas dans les trois premiers quarts du livre. Il y a voilà, il va y avoir pas mal de mystères, de choses comme ça. Il va y avoir beaucoup d'évolution dans ce livre, hein. Clairement, c'est finalement assez page-turner, vraiment. Et puis après, alors voilà, ça aurait pu être un coup de cœur. Franchement, 3/4 du livre, c'était un coup de cœur. Bon, malheureusement, j'étais un peu déçue par la fin. J'ai trouvé que la fin
c'est pas allé vers là où, déjà c'est pas allé vers là où j'aurais aimé que ça aille. Je trouve que c'est un peu bâclé, je trouve que la fin est un peu bâclée, et en plus il y a des trucs un peu problématiques qui m'ont gênée. Alors il y a certains trucs problématiques qui sont plutôt dénoncés, on va dire que ça passe, mais il y en a d'autres, et notamment il y a une scène qui m'a vraiment vraiment gênée. Je vous le dis sans spoiler, c'est une scène zoophile en fait, mais genre racontée comme si c'était beau quoi, et non, c'est pas beau la zoophilie, non 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 non. Et quand je dis zoophile, je parle pas de, attention hein, je parle pas de notre vouivre là, je parle vraiment de vrai animal. Voilà. Et en fait, quand j'ai lu cette scène, je me suis dit, mais pourquoi elle a mis cette scène-là, Morgane Kossarios? C'est quoi l'intérêt du truc? Il n'y a aucun intérêt. Cette scène, elle n'existerait pas, ce serait la même chose. Hein. Cette scène n'a littéralement aucun fucking intérêt dans le livre. Dans le film, j'allais dire. Dans le livre. Vraiment aucun. J'ai pas compris. Alors, peut-être que... Alors, j'imagine, je fais mon interprétation personnelle, je pense que c'était pour parler encore une fois de relations entre l'homme et la nature, du fait que voilà, peut-être qu'ils considèrent que les animaux sont des fluix aussi, je ne sais pas. Maintenant, moi personnellement, les animaux ne pouvant pas donner leur consentement. Alors là, c'est genre, il consent, hein, l'animal, mais bon, c'est comme un enfant qui consent en fait. Voilà, bref, je sais pas, je suis cringée par ce truc, j'ai pas compris pourquoi elle a fait ça, voilà, mais bon, j'imagine que oui, ça a un sens dans le sens où, voilà, c'est lié à la personne, son amour pour la nature. L'amour, il va un petit peu loin, hein, voilà. Mais bon, voilà, non, mais sinon, après, en dehors de ça, franchement, ça a quand même été un excellent livre. Il y a énormément de références cinématographiques, notamment à l'île du Docteur Moreau. Bah oui, forcément, aussi c'est pareil, hein, les créatures... Salut Stéphane, merci pour ton abonnement. J'espère que tu vas bien. Les créatures qu'on force à être humains alors qu'ils n'ont pas envie d'être humains, c'est font clairement un peu la référence aussi dans l'île du Docteur Moreau. Bon, enfin voilà, mais il y a pas mal, du coup, il y a pas mal de références comme ça dans ce livre. Ça fourmille. Bon, tu sens que l'autrice, elle s'y connaît un petit peu vieux cinéma de genre, en tout cas. Ça, c'est sûr. Mais voilà, c'était... Non, franchement, j'ai quand même vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce livre. Il m'a beaucoup marqué, il m'aura beaucoup marqué d'une façon générale. Donc pas que positivement, mais quand même. Voilà. Mais du coup, j'aimerais revoir l'autrice, parce que du coup, je l'avais rencontrée, c'était là que je lui avais pris ce livre. J'avais lu Vertèbre à l'époque. J'aimerais lui poser la question quand même. Pourquoi cette scène? C'était quoi l'intérêt? Bref. Donc voilà pour celui-ci, et du coup le Der des Der, qui a été assez étonnant parce que je m'attendais pas à ça pour le coup. Donc c'était Notre maison de Marcus Cliver, je sais pas. Parce que pour le coup ça redéfinit les romans gothiques, ça redéfinit les thrillers domestiques, c'est un mix des deux en fait. Ça, encore que... Ouais. Thriller psychologique plus que domestique pour le coup. Ça redéfinit les romans d'horreur de maison hantée, tout ça. Franchement,
franchement, j'ai été agréablement surprise. Encore un qui a été créatif et qui nous a pondu des trucs qu'on voit pas ailleurs, pour le coup. Enfin, si, mais qui sont quand même rarement utilisés, quoi. Donc, original et terrifiant. Ouais, c'est vrai que... il n'est pas terrifiant, mais c'est vrai qu'il y a certains moments où t'es pas bien. Franchement, il y a certains moments où j'étais quand même pas bien. Donc, dans cette histoire, on va suivre Eve et Charlie, qui sont... Je dis Eve plutôt que Yves, parce qu'on comprend mieux quand même. Qui sont un couple de femmes qui viennent d'aménager dans une vieille maison. Alors, le truc un peu classique de départ, hein. Vieille maison où il n'y a pas de voisins, enfin très peu, si il y a des voisins, mais bon, c'est pas... Voilà, c'est quand même assez isolé. Et un jour, il y a une famille, donc Eve est pas là, enfin Charlie est pas là, et Eve est toute seule. Et ouais, et il y a une famille qui se pointe, en fait, donc le père, la mère et les 3 enfants, qui se pointent à la porte, qui sonnent à la porte, et le père il fait bon bah en fait j'ai habité dans cette maison quand j'étais jeune et tout, et je voulais absolument la montrer à mes enfants. C'était la maison familiale et tout. Donc là Eve elle est là, bon comment je vais me débarrasser d'eux, j'ai pas très envie qu'ils viennent squatter ma maison, m'en fous quoi, voilà. Et donc, mais comme Eve est très très dans l'empathie, elle va finir par céder, à dire bon d'accord, mais pas longtemps. Elle fait oui, juste un petit quart d'heure et tout, machin. Sauf que, évidemment, il va se passer des trucs qui vont faire que la famille va devoir squatter beaucoup plus longtemps que prévu. Ça commence à devenir un petit peu anxiogène, on va dire. Même quand Charlie revient. Et en plus, il va se passer des trucs un peu bizarres dans la maison. C'est-à-dire que Eve voit des choses qui n'étaient pas là avant, ou inversement en fait, hein, globalement. Genre, dans cette pièce, c'était un vitrail, et d'un coup, c'est une fenêtre normale, voilà, ce genre de choses, quoi. Un truc chelou, et elle croit notamment aussi apercevoir quelqu'un... dans le grenier, je crois qu'au début c'est dans la cave, après c'est dans le grenier, bref. Voilà, donc vraiment typique, un peu typical, maison hantée, truc un peu chelou, tout ça, maison qui vit, vous voyez, c'est vraiment ça. Ouais, un peu, moi j'ai pas mal pensé justement à certains romans gothiques dont on a parlé récemment, donc comme le Tour d'écrou par exemple, parce que vraiment le Tour d'écrou c'est un peu ça aussi, c'est un peu... nana qui vient, bon là elle vit dans la maison en l'occurrence là dans celui-là, mais nana qui vient puis qui voit des trucs bizarres et tout, enfin voilà, c'est vraiment le truc, mais oui, après oui, ça peut être un peu Hitchcockien aussi, un peu Stephen King aussi, en tout cas voilà, il y a des trucs vraiment et du coup bon voilà, je peux pas en dire plus. Je peux pas en dire plus parce que voilà, c'est... Mais on est typiquement dans ce truc de très, très classique des romans gothiques comme ça, du même genre, où est la frontière entre le paranormal et la folie, vous voyez ? On sait jamais trop ce qu'il en est. J'ai beaucoup aimé. Et là, en l'occurrence, il y a vraiment une thématique très très spécifique, hein, dans ce livre que je ne dévoilerai pas, que j'ai très rarement vu, qui était d'ailleurs la thématique principale d'un autre livre que j'avais lu il y a quelques temps, qui pour le coup était un roman contemporain, qui était très très bien. Et le livre l'histoire est entrecoupée de petites coupures de presse, rapports d'examen, de machin, de trucs comme ça, on sait pas trop, il y a extraits de documentaires, enfin voilà, il y a des trucs comme ça, on sait pas du tout où ça veut en venir. Très spécial, avec une phrase en morse aussi, où à chaque fois il y a un mot par chapitre, enfin bref.
Là, c'est... Enfin... c'est pas vraiment une histoire de fantôme, même si ça y fait penser, mais voilà, j'en dirai pas plus parce que il faut laisser un peu le mystère. Mais en tout cas, vraiment des trucs chelous, quoi. Ouais, c'est vrai que je pense que c'est un livre, effectivement, à relire parce que une fois qu'on sait, notamment par rapport à ces chapitres là un peu spéciaux là, documentaires, coupures de presse et tout, je pense qu'on peut redécouvrir des trucs. Ah oui, c'est vrai, Catriona Ward, c'était un peu le même délire aussi, même si j'ai moins aimé Catriona Ward, mais c'est vrai que... Il y a pas mal de romans hein, qui jouent sur cette ambiguïté-là, hein, entre le psychologique et le paranormal. Il y a pas mal de romans qui jouent là-dessus. Moi, j'aime bien. Moi, j'avoue que c'est un truc que j'aime beaucoup. Et là, et puis en plus, ouais, la fin... La fin est mindfuck. Hein. La fin est mindfuck. Et je suis là, putain... Et du coup, en fait, c'est le genre de livre où... Enfin, voilà, tu te poses des questions, tu te dis, attends, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, tu sais pas, c'est très très mindfuck. Et c'est... Voilà. Moi, franchement, c'était vraiment très très bien. Moi, j'ai adoré, voilà, je suis très contente de l'avoir lu. J'adore ce genre de truc. J'adore ce genre de roman où vraiment il y a voilà, il y a ce truc de la maison. C'est vraiment ça. Moi j'adore l'histoire de maison hein, et là c'est clair que la maison a un énorme rôle dans l'histoire en fait. C'est voilà, et puis la famille aussi, ça parle beaucoup de liens familiaux notamment. Enfin voilà, c'est typique roman gothique. C'est un roman gothique moderne en fait. Voilà, c'est vraiment un roman gothique moderne, ça se passe de nos jours. Mais j'adore. Après voilà, pourquoi c'est pas un coup de cœur? Parce que c'est pas un coup de cœur quand même, parce que je pense que j'étais quand même un petit peu déçue du dénouement final, on va dire, c'est pas vraiment un dénouement, mais voilà, la fin m'a glacée si vous voulez, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu trop facile quelque part. Voilà, j'aurais aimé peut-être que ça aille un peu plus loin. Il m'a manqué ça. Il m'a manqué une fin qui allait un peu plus loin que ça. Je sais pas. Mais bon, peut-être que c'est un roman qui me restera, donc on verra. Pareil, il faut que je le digère un peu plus pour voir si ça passe dans les romans qui m'auront vraiment marqué, où je me dirais ouais quand même ce roman et tout, ou si ça passe aux oubliettes, parce que des fois il y a des romans que j'ai kiffé sur le moment et quelques mois plus tard il m'en reste rien quoi. Je me dis ouais bon finalement voilà, donc et là franchement typiquement ça peut vraiment être les deux hein. Donc faudra vraiment voir sur le long terme ce qui m'en reste. Voilà, mais ça a été une très très bonne lecture en tout cas, parce qu'il est pas super bien noté hein, sur Babelio. Je me demande pourquoi. Il y en a un qui dit absolument rien n'est fluide, ni la forme, ni le fond, ni même la traduction. Les chapitres sont interminables. Oh, mais tellement pas. Moi j'ai trouvé très page turner en fait pour le coup. Mais ouais, bon après je peux comprendre dans les gens qui n'ont pas aimé, hein. Ma foi. Mais en tout cas, ouais, franchement, il y a des passages qui m'ont bien foutu en angoisse, ouais. Franchement, pour le coup, vraiment, quoi. Voilà. C'était donc le dernier. Ouais. En plus, en vrai, c'est vraiment... En fait, ça joue vraiment sur certaines de nos peurs un peu ancestrales, quoi, vraiment. Et là, pour le coup, c'est un truc... Moi, là, la thématique dans le roman, c'est un truc qui me fait ultra flipper, mais pas flipper dans le sens c'est effrayant, comme ça, flipper dans le sens, mon Dieu, si ça m'arrivait, moi je meurs, hein. Moi je me fous en l'air, hein, je pense, hein. Vraiment, hein. Vraiment, hein. Moi c'est une de mes plus grandes angoisses, hein, ce genre de truc, hein. Donc ouais,
Pour le coup, ouais, il y a ce côté-là très très anxiogène et angoissant par rapport à ça. Voilà. Sur ce, c'est la fin de ce bilan lecture. J'espère que ça vous aura plu. Voilà. Bon, j'ai un peu rattrapé mes commentaires. Bon, en vrai, il n'y en avait pas beaucoup, hein, mais ça, c'est moi, c'est de ma faute. Si je lisais, peut-être que si je lisais plus mes commentaires, les gens feraient plus de commentaires. Voilà. Donc, merci aux gens qui m'ont quand même fait des commentaires malgré le fait que je ne lise jamais les commentaires. Mais là, voilà, j'ai un peu rattrapé. Bon, j'avoue, j'ai répondu à certains, mais j'ai pas non plus fait des pavés, hein, désolé. Mais voilà, n'hésitez pas quand même à commenter si vous avez lu l'un de ces livres ou s'il y en a qui vous intéressent. Et on se retrouve YouTube, on se retrouve quand? Je ne sais pas encore. Là, pour le coup, ça sera la surprise. Je pense que ce sera la surprise. Voilà. On verra si on se fait une petite tier list, un petit top, un petit quelque chose. Je ne sais pas encore. Donc voilà, vous verrez bien. D'ici là, donc avant, il y aura certainement une autre vidéo avant les sorties poches, hein, puisque bon, c'est pas encore les sorties poches la semaine prochaine. Donc normalement, il y aura quelque chose, mais voilà, c'est la surprise. Donc merci YouTube, et du coup, bah, je vous dis donc à la prochaine. Voilà, bisous bisous. Ciao.